Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir comment, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, Fontenelle parle du plaisir qu'il y a à comprendre. Alors, dans les épisodes précédents, on avait vu comment Fontenelle refusait à la fois le jargon savant et la pure légèreté. Puis, on avait vu aussi comment il construisait des grandes métaphores pour rendre la science à la fois accessible et désirable. Et aujourd'hui, on va parler du plaisir intellectuel lui-même. Parce que Fontenelle ne se contente pas de dire que la science peut être agréable. Il dit quelque chose de bien plus radical, que comprendre est une forme de jouissance, que comprendre est une forme de plaisir, et que la pensée, que la vie intellectuelle a ses plaisirs propres, qui sont multiples, qui sont variés, qui sont intenses, et que ces plaisirs sont au moins aussi légitimes que tous les autres. Et c'est ce qu'on va regarder dans cet épisode-là, c'est-à-dire les différentes formes du plaisir intellectuel dans les entretiens. Je crois que pour commencer, il faut prendre quelque chose qui est familier à votre expérience et à notre expérience à tous et à toutes. On voit souvent dans les salles de classe, je pense par exemple à un cours de mathématiques, une élève lever la tête tout d'un coup et sourire, ou en tout cas montrer une expression du visage très particulière qui montre le plaisir d'avoir compris quelque chose. Après avoir été pendant plusieurs minutes dans le brouillard, à pas comprendre quelque chose, à être dans une situation un peu de blocage, à pas réussir par exemple à faire un calcul, à résoudre un problème, et tout d'un coup, une lumière s'éclaire, et quand on est professeur, évidemment, on prend du plaisir à voir ça, mais le plaisir que prend l'élève à ce moment-là, c'est le plaisir d'avoir compris. C'est-à-dire un pur plaisir intellectuel. Et ça, c'est intéressant de voir que dans la préface, dès la préface, on pourrait même dire, Fontenelle le signale immédiatement et montre à quel point il est difficile d'expliquer exactement la nature de ce plaisir. C'est la marquise qui vient de demander qu'on lui donne la folie du philosophe, cette idée que chaque étoile pourrait être un monde, dans les premières pages du premier soir. Et le philosophe lui répond ceci. « Ah, madame, ce n'est pas un plaisir comme celui que vous auriez à une comédie de Molière. C'en est un qui est je ne sais où dans la raison, et ne fait rire que l'esprit. » Ces formules, elles sont quand même remarquables, parce que Fontenelle reconnaît en fait ici que ce plaisir est difficile à situer, je ne sais où dans la raison, et qu'il est en réalité difficile de le décrire. Il n'est pas sensible comme le plaisir d'un spectacle, par exemple le rire qui nous prend quand on va voir une comédie, quand on va voir Molière, à l'époque de la marquise ou du philosophe, ou quand on va voir une comédie au cinéma, ou qu'on regarde une série comique aujourd'hui. C'est pas le plaisir d'un spectacle, et c'est pas purement abstrait non plus, comme une démonstration mathématique froide, parce que sinon on voit pas très bien d'où viendrait ce plaisir. Alors, il y a un quelque part entre les deux, à la frontière de l'intellect et de l'imagination, du plaisir. Et la préface dit la même chose déjà, c'est ce que je vous annonçais avant, dans des termes un peu différents, en employant cette expression qui est célèbre. Les idées de physique sont riantes d'elles-mêmes. Et dans le même temps qu'elles contentent la raison, elles donnent à l'imagination un spectacle qui lui plaît autant que s'il était fait exprès pour elle. Alors voilà le programme. Alors ce plaisir purement intellectuel, Fontenelle le décline en plusieurs formes tout au long des 6 soirs des entretiens sur la pluralité des mondes. D'abord, on peut citer le plaisir de croire, ce qu'on pourrait appeler l'hypothèse riante. C'est la première forme de plaisir intellectuel qui est décrite toujours dans le premier soir. Le philosophe explique pourquoi il croit que chaque étoile est un monde en disant ceci. « Je ne jurerai pas pourtant que cela fût vrai. Mais je le tiens pour vrai parce qu'il me fait plaisir à croire. C'est une idée qui me plaît, qui s'est placée dans mon esprit d'une manière riante. » Vous voyez que c'est une position scientifique assez audacieuse parce que le critère de vérité, ici, ça n'est pas la démonstration, c'est le plaisir lui-même. C'est le plaisir qui devient un indice que quelque chose est vrai, qu'une théorie, qu'une hypothèse scientifique est vraie. Ce qui plaît à l'esprit a certainement des chances d'être vrai. Et ça veut dire que ce qui procure du plaisir, c'est pas vraiment le contenu de l'hypothèse, que plutôt le fait de la formuler, de pratiquer la conjecture, de pratiquer l'hypothèse, en quelque sorte d'habiter l'univers des hypothèses que l'on fait nous-mêmes. Ce qui apparaît un petit peu plus tard sous la forme « pourquoi non ?»
cette espèce de principe de liberté intellectuelle. En fait, on maintient la pensée en mouvement, on refuse les certitudes figées, on garde l'esprit ouvert et vivant, et on veut toujours formuler des hypothèses. Et quand on croit qu'elles sont justes, eh bien, on y prend du plaisir. Dans la préface de l'édition de Christophe Martin, il y a une citation d'un critique littéraire bien connu, de ceux qui, parmi vous, feront des études littéraires, qui s'appelle Georges Poulet, et qui dit il faut faire durer la recherche comme on fait durer un amour, varier précautionneusement les hypothèses, comme on varie les modalités de la passion. Eh bien, c'est un peu ça, la science, comme une aventure de l'esprit, comme une aventure de séduction amoureuse, comme une aventure amoureuse tout court, non pas une accumulation de certitudes, mais plutôt une exploration joyeuse de tout ce qui est possible et de fait n'a pas de fin. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le plaisir de croire. Et ce plaisir de croire, il prend dans un passage des entretiens la forme de l'ivresse amoureuse, qui est en fait une forme d'ivresse intellectuelle, en réalité, puisque au 4e soir, quand le philosophe explique la théorie des tourbillons de Descartes, la marquise réagit d'une manière qui est assez saisissante. « La tête me dut-elle tourner ?» dit-elle en riant. « Il est beau de savoir ce que c'est que les tourbillons. Achevez de me rendre folle, je ne me ménage plus, je ne connais plus de retenue sur la philosophie. Laissons parler le monde et donnons-nous aux tourbillons. » Vous voyez, ici le vocabulaire est celui de la perte de contrôle, de l'abandon, de la transgression, même achever de me rendre folle. Je ne connais plus de retenue. Ce sont des mots qui évoquent autant la passion amoureuse, si c'est pas quelque chose d'érotique, que l'enthousiasme intellectuel. Et ça n'est pas un hasard. Chez Fontenelle, le désir de savoir et le désir érotique sont proches. La libido sciendi, comme dit saint Augustin, c'est-à-dire le désir de savoir, qui était parfois condamné, eh bien, est réhabilité, même célébré comme une forme de jouissance légitime. Et ici, c'est vraiment un plaisir du vertige, celui de se laisser emporter par une hypothèse qui nous fait plaisir et à laquelle on est heureux de croire, comme si on dépassait ses propres limites en allant là où la raison ordinaire n'oserait pas aller. Ça, c'est vraiment une forme de plaisir purement intellectuel que celui de créer et de se laisser emporter par ces hypothèses. Et puis, il y en a un autre, et je pense que c'est un plaisir d'ailleurs qui est souvent vécu quand on est en classe, quand on lit un livre, quand on s'intéresse quand on prépare une évaluation ou quelque chose de ce genre-là, et qu'on a besoin de comprendre quelque chose. C'est quand on se rend compte que ce qui nous a embrouillé l'esprit, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, est en fait tout simple. Qu'une chose qui apparaît complexe est en réalité très 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 simple, bien au contraire. Au premier soir, quand le philosophe explique le système de Copernic, la marquise fait une observation qui est remarquable en disant, en prononçant cette phrase. « Il semblerait que votre philosophie est une espèce d'enchère où ceux qui offrent de faire les choses à moins de frais l'emportent sur les autres. » Alors, on reverra cette phrase-là parce que dans un prochain épisode, on essaiera d'approfondir un petit peu ce thème-là. Mais en disant que la nature est d'une épargne extraordinaire, ça veut dire qu'elle dépense peu, littéralement, qu'elle fait tout avec le minimum de moyens. Ça signifie que, en fait, peu de lois produisent une infinité de phénomènes. Et autrement dit que on peut comprendre à partir de choses très simples des phénomènes qui apparaissent extrêmement compliqués. Quand on pense à un arc-en-ciel, alors c'est pas dans les entretiens de Fontenelle, c'est pour bien comprendre tout ça, et qu'on réduit l'arc-en-ciel en le spectre de la lumière blanche, comme vous avez certainement vu ça en physique quand vous étiez au collège, eh bien, on se rend compte que quelque chose d'incroyable qui apparaît est en fait compréhensible par quelque chose qui est assez simple. Et c'est une vraie satisfaction que de se retrouver devant une solution qui est simple et belle, quand on comprend que des principes minimes engendrent des effets qui sont en fait immenses, on éprouve quelque chose qui ressemble un petit peu à de la beauté. En fait, ce qui procure du plaisir, c'est la simplicité en elle-même et c'est l'union en fait surprenante entre la concentration extrême des principes, leur simplicité même, et la prolifération un peu inattendue de leurs conséquences, ce que Fontenelle appelle la magnificence des effets. Ça signifie qu'à côté du plaisir de la prolifération des hypothèses, comme on le disait au départ, eh bien, il y a aussi le plaisir du repos de l'esprit qui a compris
qu'on pouvait expliquer simplement des choses qui, en réalité, ont des conséquences qui sont très grandes à l'échelle de tout ce qu'on peut voir dans l'univers. Et à ce titre-là, eh bien, il faut parler de la fin, de la fin du cinquième soir, c'est-à-dire la fin de la version initiale, de la première édition des entretiens, puisque au départ il n'y avait pas le sixième soir qui a été ajouté dans une édition ultérieure un an après la première édition, où la marquise s'exclame « Je suis savante !» point d'exclamation. Et donc, quand le philosophe a conduit la marquise jusqu'à la fin de l'univers, en fait, à ce moment-là, les étoiles fixes, les tourbillons infinis, la Voie lactée, etc., et qu'il lui dit « Mettez-y encore des mondes, n'y en mettez pas, cela dépend de vous ». C'est proprement l'empire des philosophes que ces grands pays invisibles qui peuvent être ou n'être pas si l'on veut. Et c'est là que la marquise répond « Quoi ? J'ai dans la tête tout le système de l'univers, je suis savante !» C'est le plaisir de la possession mentale, c'est-à-dire le sentiment soudain de contenir en soi quelque chose d'immense, de le maîtriser, de tout comprendre. Et ici, l'univers entier, on peut dire, tient en un cerveau humain, celui de la marquise. Et donc, c'est un plaisir qui est presque enfantin, en fait, c'est-à-dire la joie de l'enfant qui vient de résoudre qui vient de faire un puzzle énorme, qui lui paraissait impossible au départ. Et Christophe Martin, celui qui écrit la préface d'une des éditions de Fontenelle, dont je vous ai déjà parlé, eh bien, dit que Fontenelle construit un univers jouet, en fait. C'est-à-dire un jouet qui se prête au jeu des facultés, de l'imaginaire, de la raison, un univers qu'on peut tenir dans sa main, en fait, ou dans sa tête, si on peut le dire de cette façon-là. Un plaisir de la maîtrise mentale, de quelque chose d'énorme, et qu'on réduit à quelque chose de tout petit, parce qu'on l'a enfin conquis. Et un mot, on y reviendra sans doute dans un autre épisode, pour dire que finalement, cette maîtrise de l'infini, elle s'oppose à une phrase très célèbre de Pascal, qui dit son effroi, sa peur devant l'infini de l'univers. Parce que cette dernière forme du plaisir, c'est-à-dire la maîtrise, elle est très philosophiquement chargée, parce qu'elle répond directement à Pascal, un philosophe qui est mort quelques décennies avant la parution des entretiens de Fontenelle. Et au cinquième soir, la marquise découvre l'immensité de l'univers, justement, et on pourrait dire qu'elle réagit comme Pascal l'aurait prédit, en disant « Voilà l'univers si grand que je m'y perds, je ne sais plus où je suis, je ne suis plus rien. » Et un petit peu plus loin, « Cela me confond, me trouble, m'épouvante. » On a là, en fait, presque les mots de Pascal qui dit son effroi, c'est le silence de ces espaces infinis m'effraie, d'après la célèbre phrase des pensées de Pascal. Et en fait, c'est l'idée selon laquelle la grandeur de l'univers nous écrase, nous révèle notre insignifiance et nous conduit évidemment à une angoisse existentielle. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Et au-delà de la Terre, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Qui a créé tout ça? Quel est le sens de notre existence qui, comme on le sait, va se terminer un jour? Eh bien, face à cette réaction de peur, d'effroi, qui est celle de Pascal, Fontenelle répond de manière opposée, puisqu'il dit à travers la voix du philosophe ceci. « Et moi, cela me met à mon aise. Quand le ciel n'était que cette voûte bleue, l'univers me paraissait petit et étroit, je m'y sentais comme oppressé. Présentement, il me semble que je respire avec plus de liberté, et que je suis dans un plus grand air. » Voilà une grosse réponse à Pascal, parce que là où Pascal ressentait la terreur du vide, eh bien Fontenelle ressent l'espace de la liberté. L'infini, pour lui, n'est pas angoissant. En fait, sa maîtrise, le fait de le maîtriser, ou en tout cas de croire qu'on le maîtrise par la science, eh bien c'est libérateur. C'est une manière très 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 marquante à cette époque-là de dire le plaisir qu'il y a à connaître, à maîtriser quelque chose. Parce que ça s'oppose évidemment à un philosophe qui est très, très célèbre et qui marque énormément la pensée en France à la fin du XVIIe siècle. Et dans l'avenir, d'ailleurs, il est possible qu'on ait séparé le plaisir du savoir, au point que souvent on considère que le non-plaisir est une condition de la connaissance, que pour connaître, que pour s'engager dans la science, eh bien, il faut précisément être froid et se poser des questions d'une manière totalement objective. Et bien Fontenelle, lui, avait dit le contraire, qu'on ne peut vraiment savoir qu'en prenant plaisir à comprendre, que la jouissance intellectuelle n'est pas un obstacle à la vérité,
mais quelle est peut-être la condition pour y arriver. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur le plaisir intellectuel, le plaisir de comprendre dans les entretiens de Fontenelle. Vous pouvez trouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor.